KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Nous nous en irons tous, la bien-aimée, la rose au bois. Mon cher ami, dit l'argilier, interrompant ses sarcasmes, il existe un texte de saint Thomas, je crois, et je le retrouverai. Dieu ne laisse pas errer jusqu'à la fin ceux qui, le cherchant dans la bonne foi de leur cœur, ne l'ont pas trouvé. Il enverrait plutôt un ange. Alors, dit Augustin, avec un sourire de misère, jusqu'à la venue de l'ange, je puis être tranquille. Un valet de chambre fit entrer Augustin dans ce petit salon Louis XVI qui s'offrait aux visiteurs comme un thème de rêverie calme et pleine de luxe. Durant l'attente, cette grâce générale consentit à se répartir sur des détails. Une table de marqueterie blonde, à galerie de cuivre, le marbre pur d'une pendule et la longue caresse de ses bronzes entre deux chandeliers fluets, le pétillement de grandes bûches sur les chenets à guirlandes, un secrétaire au panneau en vieux lac du Japon, le raide dossier gracile des chaises. Un peu de Louis XV, paru à Augustin, persistait dans le canapé et les fauteuils. Il se promit de regarder les caractères du style transition. Puis il se reconnut gêné et ridicule, mit fin aux analyses, revint des morceaux à l'ensemble, aux fins gris vaporeux détachés des détails, bruni de nuit vers les très hautes corniches, endormis dans leurs rêves à part. Il crut indiscret d'aller regarder ce Greuze et aussi le Lancret galant qui lui faisait pendant. Il n'osa même pas s'approcher pour lire les noms sur les vieux cadres. Un parfum délicat, momentané et persistant à la fois, l'avertissait que tout ce charme était approprié, défendant à la rêverie de s'y étaler complètement. Il lui suffisait de goûter, dans son unité, un début de Louis XVI, rigide et fin, aussi défini comme moment historique d'Ancien Régime et de passé mondain, aussi individuel, aussi savoureux pour le palais, l'œil et l'intelligence qu'une couleur ou un goût. Madame Desgrais des Sablons entra, et comme toutes les autres rencontres, cette grâce diffuse et anonyme fut fixée, trouva le centre d'où rayonner. Du même coup, elle devint accessoire, simple cadre d'une haute et radieuse vie. Le moment d'orgueil résorbé et de timidité raide que traversait immanquablement l'Augustin d'autrefois s'abrégea, ne fut plus guère qu'un temps de raison, un simple rappel des jours de jadis. Une des élégances de Madame Desgrais des Sablons, ce qu'Augustin, manque de pratique et de monde, ne savait pas au juste, mais sentait d'ensemble, comme l'harmonie de ce salon Louis XVI, c'était ce plain-pied familier qu'elle aimait prendre pour ceux avec qui elle ne se déplaisait pas. Elle sautait tous les échelons sociaux, des années d'âge, d'immenses différences d'argent, de sciences du monde et de loisirs. Elle composait, pour quelques minutes factices et fortunées, une atmosphère commune, un milieu fermé, un fluide combiné exprès pour deux personnes, heureuses d'être elles deux, et qui se dissocieraient ensuite. Tout cela se trouvait dans le mince « Ah, comment allez-vous ?» dont elle salua Augustin. Puis elle s'assit, le fit asseoir, lui expliqua qu'il y avait fort longtemps qu'elle avait essayé de la voir, que toutes ses invitations s'étaient trouvées dédaignées. Augustin, confus, ne se rappela pas qu'il y en eût plus d'une, et s'abstint de le dire. Elle ajouta que c'était vraiment une chance. Sur cette dernière syllabe, la même qu'autrefois, aussi délicieusement prolongée, éclata l'ancien rire de musique et de cristal. Faute de comparaison, Augustin ne pouvait pas sentir séparément, isolé du reste, cette simplicité qui restait toute spontanée, non soulignée de conscience d'elle-même, ne faisant pas exprès de se faire apercevoir. Il n'en goûtait pas à part le charme extrême.
Il le confondait avec tous les autres qui constituaient Madame Desgraisses des Sablons. Il s'en enchantait à dose maîtrisée, restant soigneusement dans la zone externe de l'admiration, sur le versant esthétique. Il se rappelait, d'un souvenir demi-amusé, demi-craintif, les termes forts dont, pour un sentiment plus vif, il s'était gourmandé, jadis. Ce qui l'émerveillait, c'est qu'elle put, à chaque rencontre, reproduire quelque peu des rencontres anciennes, en les renouvelant inépuisablement. Elle n'était pas ce soir la jeune femme du parc des Sablons. Il y avait 4 ans. Elle n'était pas la nonchalante porteuse de fourrure qui marchait près de son coupé, encore moins, bien entendu, le ténu et brillant fantôme de son enfance. L'idée ne lui venait pas que sa propre sensibilité contribuait peut-être à retailler ses facettes. Quelque chose humectait ce soir son habituelle ironie mondaine, saine et ensoleillée, où se mélangeaient des sécheresses et des arômes de praline, comme en sa voix. Elle devenait vaguement confuse, presque amie. Elle restait rieuse et d'une séduction infinie. Son inexpérience sociale poussait Augustin à lui attribuer à titre de propriété personnelle, tenant exclusivement à son anatomie et à son âme, les nuances spéciales que la très grande fortune ne pouvait manquer d'ajouter à sa grâce, à sa saveur et à son esprit. Il l'érigeait sur les hauts lieux réservés de la vie, radieusement seul et plus haut que ses adorations. Au reste, le souvenir de trop lourdes périodes, l'interminable souffrance morale dont il sortait, devant tant de liberté heureuse et de beauté, le tentait de placer son allègement actuel à peu près partout où n'était pas Dieu. Un monsieur entra, de taille moyenne, plutôt mince, à peine grisonnant, sauf une curieuse mèche presque blanche, avec un air de réflexion pénétrante, extrêmement calme. « Ah, Henri !» dit Madame Desgraisses des Sablons. « Venez nous aider. » Il avait cet aspect d'autorité impersonnelle, méthodique et lointaine, de ceux qui ne commandent pas directement aux hommes, mais par l'intermédiaire d'une accumulation de réalités abstraites, puissantes et chargées d'argent, de statistiques, de mémoire, d'études techniques, de rapports, que de vastes organismes internationaux à leur service ont pris, sur leur ordre, la peine d'établir et de clarifier pour eux. Et aussi par la médiation d'une foule d'intermédiaires d'un grade élevé, à travers lesquels leur haute puissance solitaire se diffuse, se répartit et finit par devenir invisible aux unités de dimension moyenne ou petite qui en dépendent de si loin. Il ignora Augustin qui s'était levé. Il s'arrêta devant sa bergère à elle et lui sourit d'un sourire inattendu qui éclaira ce mince et maîtrisant visage. « Je ne vous ai pas vu, dit-il, ni ce matin, ni à déjeuner. »« Alors, Henri, dites-moi bonjour maintenant. » Et avec une grâce décidée, tout son buste élevé vers lui, mais cette belle tête riante penchée presque en sens inverse, comme si elle ne consentait pas tout à fait, elle lui jeta aux lèvres une merveilleuse main. Comme c'était désormais le moment convenable pour s'apercevoir de la présence d'Augustin, il vint à lui tendit les doigts, lui indiqua silencieusement un fauteuil, le fixa de cette bienveillance attentive et fatiguée qu'on prend quand on accepte de perdre un quart d'heure pour l'avantage d'un autre, et qu'on n'en ignore pas la rareté et l'extrême prix. Augustin se trouvait contre les énormes rideaux tirés devant la fenêtre, en face d'Henri et de Madame Desgraisses. Elle écoutait maintenant, rejetée dans sa bergère, pleine d'abandon, de loisirs et de repos, le maître de toute décision étant là, désormais, et elle, n'ayant plus que la tâche d'ajouter, aux sécheresses techniques, sa fraîche présence inépuisable. Augustin ne se rassasiait pas de regarder le personnage très considérable qui était là. Il imaginait le nombre des gens, de par le monde, chefs de banque, grands industriels, directeurs de compagnies de commerce, qui eussent désiré d'un grand désir ces 10 minutes d'entretien tranquille. Il voyait passer lentement, comme sur un fond d'œil,
des usines, des fonderies, des bateaux, le fourmillement de grands ports du monde, de vastes sous-sols bancaires de ciment et d'acier. Il se rappelait cette amusante boutade de Brûle, alors que, tout occupé à chercher dans les annuaires de bureaux de poste ce qui se rattachait à Madame Desgraisses des Sablons, et ayant lu le nom de Monsieur Henri Desgraisses, suivi de peu intelligibles signes et autres obscures initiales, il avait demandé à son camarade s'il le connaissait. « Monsieur Henri Desgraisses ? Que veux-tu en faire ? Nous n'avons rien à attendre de lui que le résultat automatique de ses concentrations. » Puis, dédaigneusement, « C'est un de ces 2 ou 3 hommes les plus riches de France. Parle-en à mon père. Quant à moi, tout en prêtant à son interlocuteur la pleine attention nécessaire, Augustin ne pouvait s'empêcher d'imaginer cette nette et pesante courtoisie appliquée à discuter dans ses conseils d'administration les modalités d'une absorption, les constitutions de grands consortiums et la collaboration de ses affaires hydroélectriques, de ses chemins de fer et de ses banques. Il parlait comme tout autre homme, simple et bien élevé. « Je vous demande, monsieur, de vouloir bien accompagner mon fils en Angleterre, où il va passer 2 semaines. Il a 15 ans. Il parle assez convenablement anglais et allemand. Il entrera peut-être à Polytechnique. Du moins, les anciens polytechniciens ont la faiblesse de croire à pareil attrait chez leur fils. » Augustin le vit allonger le bras vers la cheminée et presser un bouton. Sa culture reste malheureusement utilitaire. J'entends qu'il dose exactement son effort sur le résultat visé sans se laisser de marge. La méthode n'est pas mauvaise, mais la visée est basse. Pour le moment, c'est le baccalauréat. Je désire qu'il prenne de l'Angleterre des notions naturellement sommaires, mais non fausses, et intellectuellement excitantes. Le même domestique qui avait introduit Augustin entra de nouveau. « Priez monsieur Jacques de descendre. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse lui donner l'élan et la direction de cet élan. Donc de quelqu'un presque aussi jeune que lui, infiniment plus cultivé et, avec un sourire d'excuse mondaine et d'autorité mêlée, d'une distinction morale et intellectuelle parfaite. Madame Desgraisses, ma belle-sœur, à qui j'ai la reconnaissance de vous avoir découvert pour moi, n'a aucun doute que vous ne soyez tout cela. » « Aucun doute, » fit-elle, en un petit rire ravissant. Jacques descendit, fut présenté. Mais en même temps que lui, une grande fillette de 10 ou 12 ans entra lentement, rejoignit Madame Desgraisses des Sablons, lui entoura le cou de ses bras, lui posa sa joue sur les cheveux. « Bébé, ne me décoiffez pas, je vous prie, et cessez de me ligoter. » Cela d'une élégance de ton très sec, très Louis XVI, qu'une tendresse sous-jacente réchauffait par le dedans. Bébé embrassa Madame Desgraisses, mit un tabouret contre sa bergère, lui encercla les genoux d'un petit bras de propriétaire, tint attaché sur Augustin, 2 yeux profonds, méditatifs, et qui ne se baissèrent pas. La calme parole reprit en face d'eux. Si monsieur Méridier est libre, faites votre plan et partez demain. Inutile de perdre un jour. Augustin dit qu'il était libre. Le rapide de midi arrivait à 7h30, à Victoria ou Charing Cross. Dans les 2 cas, il descendrait aux Savoies. Pour éviter les bruits de la cour d'entrée sur le Strand, il demanderait des chambres sur le quai. Monsieur Desgraisses décrocha le récepteur d'un minuscule téléphone intérieur. « Donnez-moi le grand chai. » Il lui fut apporté par un jeune homme glabre, fin et silencieux. Jacques feuilleta les pages internationales et découvrit qu'on arrivait à Charing Cross. « Henri, » dit Madame Desgraisses des Sablons, « si vous n'allez pas avec eux... » Monsieur Desgraisses leva simplement la main, d'un geste qui rappelait à Augustin ceux par lesquels son père exprimait le renoncement à la lutte contre des destinées trop fortes. Le rapprochement le fit sourire de tristesse. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que Jacques en serait enchanté. Jacques protesta. Madame Desgraisses des Sablons reprit, d'un air qu'Augustin trouva d'une séduction extrême,
comme lorsqu'elle lui avait donné sa main à baiser. « Si vous n'allez pas avec eux, Henri, pourquoi ne nous accompagneriez-vous pas jusqu'à Lyon ? Nous y trouverions Jeanne et Colette, puisque Paul ne nous suivra certainement pas. Nous prendrions un rapide quelconque au lieu du Rome Express. » « Élisabeth, voici mon relevé, fit-il, avec un de ses courts et rares sourires, et tirant de sa poche un petit carnet de maroquin noir très plat. Demain matin, 9h, à Lyon pour le conseil de la Lyonnaise. À 2h, conseil des tissages. J'ai fait mettre les deux le même jour. Après-demain, un jour de voyage, repos. Jeudi, Düsseldorf, 3 jours. Lundi, retour ici par Bruxelles. Je m'excuse de cette nomenclature. Augustin regardait cette figure, toute de maîtrise de soi et des autres, où aucune énergie n'avait besoin de ressortir, n'étant pas quelque chose de postiche qui exista à part de son activité et de son intelligence, et dut s'y ajouter après coup, dans les muscles, les sourcils, le ton de voix et les mots de théâtre. « Êtes-vous tout à fait sûr de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas vous fatiguer, Henri ? Je ne fais rien de ce qu'Autry peut faire à ma place. Je ne signe même pas mes chèques. Peut-être suis-je moins utile à mes affaires que je ne crois. Elles sont assez grandes personnes. Au fond, c'est moi qui ai besoin d'elles. » « Quitterez-vous bientôt Paris, madame ? » osa demander Augustin dans le silence qui suivit. « Demain après-midi, » fit-elle faiblement. Puis sa voix changea. À la pureté délicate et presque câline dont elle parlait à son beau-frère, une gaieté superficielle et extérieure se substitua. « Nous, c'est-à-dire mademoiselle Anne de Préfaille, ici présente, et moi. »« Et consentante, » interrompit Jacques en retard de 2 mots. Il ajouta, plus connu sous le nom de bébé. « Mais qui ne l'aime pas, » dit l'enfant posée et fine. Sa voix d'une si spontanée distinction et son calme de grande personne firent qu'Augustin regarda avec plus d'attention ses admirables yeux bleus sombres. Puis, comme elle était néanmoins fort jeune, elle se leva de son tabouret et recommença d'entourer le cou de sa tante avec ses petits bras éperdus. « Bébé, voulez-vous bien ne pas m'étrangler complètement avant notre départ commun ?» Elle desserra l'étreinte et lui confia à l'oreille d'une voix jalouse et passionnée que tout le monde entendit. Excepté quand sa tante le prononce. Toute cette scène respirait une sorte de bonheur silencieux, plus riche que les mots, et qui circulait sous eux comme un courant sous-marin. Monsieur Desgrais s'y reposait très évidemment. Il enveloppait sa belle-sœur d'un regard concentré, un peu triste, coupé de rares demi-sourires, dont rien ne distrayait l'avidité tranquille. Sa parole avait pris une teinte douce et comme restreinte, dans ce même calme qui avait tant frappé Augustin. « Vous descendez à l'Excelsior. Le lieu est l'un des plus délicieux de la Rome moderne, en avril, au milieu de tous ces jardins. Et vous voudrez bien me téléphoner, vous, mademoiselle de Préfaille, ajouta-t-il avec un sourire amusé. Mademoiselle de Préfaille n'oubliera pas son oncle Henri, dit madame Desgresses, d'un air de visage qui n'était destiné qu'à lui. Il semblait à Augustin qu'elle n'avait jamais été plus belle, d'une beauté qui n'était que la fleur de sa longue élégance héréditaire, de son charme et de sa santé même. Tout à côté de ses traits permanents, plus personnels et fugitifs qu'eux, on ne savait quelle timidité rieuse lui donnait, en plus des autres, toutes les grâces de la faiblesse. Elle paraissait comme réchauffée et presque portée par ces sortes d'effluves émanés du profond sentiment silencieux qui l'enveloppait assez visiblement. Elle dit d'une voix rêveuse : « Anne, parmi toutes les belles choses que vous verrez, je voudrais, dit l'enfant, qu'on m'explique pourquoi ces choses seront belles. » Augustin sourit et Jacques éclata de rire. « Il faut, dit madame Desgresses des Sablons, demander cela à monsieur Méridier qui sait tout. » La petite fille tourna vers Augustin ses admirables yeux d'un bleu assez farouche, mais sans lui parler.
« Vous partez déjà ?» lui dit-on comme il se levait. « J'aurais aimé que vous dîniez avec nous. Vous voyez tous les convives. » Les difficultés et les regrets dansèrent ensemble devant les yeux d'Augustin. Quoique ses vacances fussent en théorie commencées, il y aurait, à rentrer tard, des difficultés d'heure. Il faudrait aller sur le champ s'habiller et revenir. « Madame, dit-il, je n'ai jamais été plus désolé d'un horaire d'école. » Quand il la connut mieux, il sut qu'elle ignorait sereinement certains obstacles de la vie et maintes autres choses difficiles, comme les distances, le temps, les règlements, le fait qu'on eût pu ne pas avoir dans son gousset le prix d'une voiture, ni peut-être dans son trousseau de quoi s'habiller pour le soir. Quand il salua M. Henri Desgresses, celui-ci demanda avec amabilité : « Connaissez-vous parmi vos camarades scientifiques quelqu'un qui fût d'une grande distinction d'esprit ? Je veux dire, qui connut parfaitement sa technique et la dépassa, d'un esprit imaginatif et rigoureux à la fois. »« Je connais un, monsieur. »« Ah, s'il voulait entrer dans les affaires en sortant de l'école, je le lui faciliterais. » Augustin sourit intérieurement de la simplicité voulue avec laquelle il minimisait sa complexe puissance. « Monsieur, je le lui dirai. Je ne suis pas sûr qu'il n'entre pas à Saint-Sulpice ou dans quelque ordre religieux. »« Ah !» dit M. Desgresses avec le même calme. Un haut maître d'hôtel passa Augustin à un autre domestique dans lequel il ne reconnut pas celui qui l'avait introduit. Transmis ensuite à un valet de pied qui stationnait au rez-de-chaussée, dans l'énorme vestibule, il se rappelait que des tournants se le passaient ainsi, il y avait 4 ans, dans les couloirs du vieux lycée. Au reste de ce voyage, peu de choses surnagea, peut-être des verdures sous des tapisseries, l'habile dissimulation d'un ascenseur, et certainement la froideur du décor, dans cet écrasant escalier de marbre où sonnaient des débuts d'écho. Il était 6h30 du soir. Très haut, au niveau de leur cintre, une petite lumière solitaire brillait dans une des torchères des 2 porches cyclopéens qui ouvraient sur la rue. Comme il entendait crier ses pas sur le gravier de la cour, il se demanda assez naïvement laquelle des 2 portes cochères s'ouvrirait et par quel mécanisme. Son entrée ne lui laissait aucun souvenir de ce détail, si étrange que cela fût. Il fut prévenu par un timbre pur, qui parut avoir volé au-dessus de ses pas, muet et de toute manière insensible, pour venir éclater contre le pavillon du concierge en 2 petites bulles d'un son doré, dont l'effet magique fut précisément de donner à Augustin issue sur le monde extérieur. Il éprouvait un sentiment profond et confus, dont il n'était pas sûr qu'il ne fût un très grand bonheur. Il aurait aimé autrefois que les destins lui présentassent l'Angleterre isolée, sans transition, dans un dépaysement intégral. Elle lui venait au contraire comme un prolongement de ce salon Louis XVI, pareil à une mondanité extrême et raffinée, qui, ayant atteint ses limites, devait, pour se dépasser, bondir dans l'exotisme. Mais maintenant, du couple salon Louis XVI-Angleterre, le premier terme surtout était proéminent et d'une évocation infinie. Il en aimait tout, collectivement. Madame Desgresses des Sablons et la qualité sociale de sa cavalière Grace, où se trouvait fondue à la décision, l'hésitation, une manière de timidité fraternelle et hardie jointe à une certaine insatisfaction de désir, pressentie déjà autrefois, mais dont il lisait peut-être le secret aujourd'hui. Et cette longue fillette fine et grave, plus connue sous le nom de bébé, cette sérénité sans sourire posée sur ce visage d'enfant. Qui étaient Jeanne et Colette ? Qui était Paul ? Monsieur Desgresses des Sablons s'appelait Paul. Il ne semblait pas manquer à l'atmosphère sentimentale de ceux qui étaient là. Peut-être en aimait-il surtout cette obscure perception de puissance et tous les intérêts d'une vie accablante, sans aucun rapport avec ce qu'il avait connu jusqu'alors. Mais précisément, cette hétérogénéité lui plaisait. Ainsi laissé en dehors, il lui semblait être mieux placé pour en manipuler les épaisseurs, les sentir étoffées et somptueuses. Tous ces pressentiments imaginatifs, que son manque d'information laissait plus ou moins voisins des romantismes et des mirages,
conquérir la qualité suréminente qui s'appelle le réel. Au-dessous de cette superstructure, soubassement aux teintes neutres ayant la dureté, la résistance et le genre de beauté de la pierre, l'immense pouvoir financier légitimement incarné en l'un des authentiques rois modernes du monde l'emplissait de respect et d'une sorte de silence. En de rares lieux dominateurs, au point d'inflexion des grandes courbes statistiques, la souveraineté de ses décisions personnelles, nourrie d'une documentation si vaste qu'elle semblait impersonnellement technique, modifiait les déterminismes économiques là où il avait voulu. Si la destinée qui s'ouvrait à l'argilier lui avait été offerte à lui, Augustin, il ne lui eût pas préféré Saint-Sulpice. Toutes ces choses gonflaient son cœur d'une volupté multiple, ardente, incroyablement nouvelle, embrassant toutes les autres et spéciale à la fois, étoffe où toutes les joies sont taillées et qui est la passion de vivre. Le fait que cette vie était en grande partie imaginaire ne le gênait pas. Les chimères ont de beaux yeux. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.